Gagner la guerre avant la guerre dans un monde qui s'ensauvage. Ça, ce sont les mots du prédécesseur du général Thierry Burkhardt, donc le chef d'état-major des armées, qui présentait sa vision stratégique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Donc, dans un monde qui s'ensauvage, il faut à tout prix éviter ce qu'on appelle les conflits de haute intensité. Ça, c'est aussi une des phrases que vous entendez très souvent aujourd'hui dans la bouche des militaires français. C'est quoi un conflit de haute intensité ? C'est la guerre à l'ancienne, si vous voulez. C'est quand deux États s'affrontent militairement dans un conflit acharné. Et on a deux exemples de guerre de haute intensité récents. C'est ce qui s'est passé l'été dernier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On a bien vu à quoi ça ressemblait. Et puis, il y a ce qui s'est passé au Donbass, en Ukraine, il y a quelques années, et qui continue en fait à feu doux, mais qui reste quand même dans un conflit tel qu'on en a connu au XXe siècle, et des conflits qu'on pensait éteints. Après 20 ans de guerre contre le terrorisme, on s'était dit finalement l'armée aujourd'hui, elle va mener des espèces d'opérations de police lourdes, comme par exemple au Sahel, dans des guerres asymétriques contre des adversaires qui se dissimulent au milieu des civils et qui planquent les kalachnikovs au fond des garages. Vous voyez, il y avait cette image qu'on avait aujourd'hui que la guerre avait changé, l'affrontement interétatique, c'était fini. Eh ben non. Le chef d'état-major des armées nous dit ça va revenir. Et surtout, il faut bien comprendre que nous, en France, on n'est pas dans cette bulle de protection que l'on croit. Il y a une conviction à l'état-major de l'armée française, c'est que la guerre est plus proche qu'on ne le croit face à des États qui sont potentiellement des menaces et qui peuvent attaquer le sol français. Et alors, le chef d'état-major ne cite pas directement des États en disant ceux-là vont nous attaquer, mais on pense à eux. Vous pensez à la Turquie, vous pensez à la Russie, vous pensez aussi à la Chine peut-être dans l'éventualité d'un conflit avec Taïwan, dans lequel on pourrait se retrouver engagé par le biais de notre présence dans l'OTAN, en tant qu'assistance auprès des États-Unis. Donc, si vous voulez, dans l'esprit du chef d'état-major des armées, les mots sont importants, et il y a des mots qui aujourd'hui n'opèrent plus. Par exemple, la logique phase de paix, phase de crise et phase de guerre. Il dit aujourd'hui, c'est terminé tout ça, maintenant c'est un continuum permanent, tout est compétition. D'ailleurs, j'ai assisté cet après-midi aux répétitions de la présentation des capacités de l'armée de terre. C'est quelque chose que l'armée fait tous les ans. Et il parle en permanence de compétiteurs, nos compétiteurs. Et ce sont ceux qu'avant on aurait appelé nos ennemis, qu'on aurait appelé nos adversaires. Aujourd'hui, ce sont des compétiteurs. Et la compétition, elle se joue dans le champ militaire, mais en même temps dans le champ diplomatique, dans le champ économique, dans le champ spatial, dans le champ informationnel, dans le champ numérique, dans le champ immatériel, comme disent les militaires. Vous voyez, le monde se brutalise et la guerre, en réalité, est absolument partout, tout le temps. La guerre de tous contre tous. On a des alliés, mais en fait, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Vous pensez à la crise des sous-marins. Nos amis peuvent nous trahir, on s'en est bien rendu compte. Et il y a cette idée que donc, gagner la guerre avant la guerre, ça veut dire vaincre avant d'avoir à ouvrir le feu. Alors, que propose concrètement le chef d'état-major des armées ? C'est là que c'est en fait révolutionnaire. Parce que lui, il nous dit qu'il faut se déniaiser, les amis. Il faut se décomplexer. Il faut adopter les méthodes des compétiteurs, puisqu'on ne dit plus les adversaires. On a souvent parlé de guerre hybride. La guerre hybride, c'est quoi ? C'est ce qui mêle à la fois des actions militaires, généralement clandestines, à des campagnes de propagande, sur les réseaux sociaux par exemple. On diffuse de la fausse information. On va y mêler des cyberattaques. C'est typiquement ce qui s'était passé en Ukraine. C'est ce qu'on a vu aussi d'une certaine manière au Mali. Rappelez-vous, pourquoi l'armée française se retire ? Parce qu'elle est impopulaire, l'opinion publique malienne ayant été manipulée par des campagnes visant à dire « Regardez Barkhane comme ce sont des méchants ». Ce sont eux qui tuent des civils, etc. Alors qu'en réalité, on le sait, c'est surtout l'armée malienne. Mais vous voyez, il y a cette désinformation qui opère à plein et qui est un élément aujourd'hui de la guerre. Et ce que dit le chef d'état-major des armées, c'est « Mais pourquoi on ne ferait pas la même chose, nous aussi ?» Parce que nous sommes des Français, nous sommes polis, nous respectons les lois de la guerre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il est temps justement d'évoluer dans notre approche aujourd'hui du combat. Je vous donne l'exemple du Mali, par exemple. L'exemple du Mali est un excellent exemple. On voit ce groupe Wagner avoir une emprise aujourd'hui sur le gouvernement malien, et qui peut être sur le point de nous remplacer, l'armée française, en opération là-bas depuis 8 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'on a... C'est une milice militaire privée. Voilà, exactement, une armée privée russe. On voit une compétition lancée par la Russie qui vient se greffer à un conflit militaire, celui-là. Le conflit face aux djihadistes au Mali. Dans un autre genre, vous prenez l'entrisme de l'État turc auprès des musulmans de France. Vous prenez les pressions de la Chine sur nos chercheurs. Vous voyez, Antoine Bondaz, le célèbre chercheur spécialiste de l'Asie, ne peut plus aller en Chine aujourd'hui, très concrètement. Vous voyez les opérations de propagande chinoise
mise en place depuis la Chine, mais sur le sol français, pour orienter notre perception de l'État chinois, tout ça vient, déstabiliser. Ça intervient comme des éléments de pression, de déstabilisation, et ça va potentiellement orienter la décision publique de la France. Ça va peut-être la retenir dans certaines actions. Donc vous voyez, c'est ça, gagner la guerre avant la guerre. Et ça veut dire qu'on devrait adopter justement ces méthodes russes, chinoises, turques ou pas ? Vous sentez bien que là, on est sur un terrain qui est extrêmement sensible. Est-ce qu'il faut faire du Erdogan? Est-ce qu'il faut faire du Xi Jinping quand on est la France, quand on est le pays des droits de l'homme, quand on est le pays qui respecte les lois de la guerre? Alors, le général Burkhardt dit nous devons peut-être nous mener des campagnes de désinformation au nom des intérêts de la France. Enfin, on sent que c'est ce qu'il souhaiterait. En réalité, il pose la question aux responsables politiques, parce que c'est à eux d'endosser ces décisions-là. Lui, il propose une vision stratégique, et c'est ensuite le chef des armées, le président de la République, qui décide ça. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire fi des luttes informationnelles, du fait que la guerre se joue sur les réseaux sociaux. C'est un champ de bataille. Les perceptions sont fondamentales aujourd'hui dans un conflit. Il faut apprendre à se défendre face à cela. Il faut apprendre aussi à contre-attaquer. Il faut être fort dans l'univers numérique, en cyberattaque. Il faut être fort tout court. Il faut une armée prête à tout pour être crédible dans la dissuasion. Et d'ailleurs, le niveau d'entraînement de nos armées a nettement monté d'un cran. Je peux vous dire, je l'ai vu cet après-midi, c'était assez frappant. Le budget aussi. Oui. Le budget, évidemment, c'est une progression depuis maintenant 8 ans. On voit qu'il y a un accompagnement. Mais après, il y a des questions de fond. Est-ce que l'armée, elle peut faire ça toute seule, déconnectée de l'univers civil? Quand vous parlez avec des militaires, et le général Lecointre le disait très bien, il y a une grande différence entre les militaires et les civils, c'est le rapport à la mort. Nos sociétés ont évacué la mort. Les militaires, eux, la vivent. Et ça, fondamentalement, c'est une grande différence. Est-ce qu'on peut remilitariser les esprits? Lui, qu'on suggère, le chef d'état-major, que ça passe par une montée en puissance de la réserve civile. Que des citoyens, vous, moi, donnions un peu de notre temps pour la défense nationale. On va pas vous mettre un fusil d'assaut dans les mains, mais vous avez un rôle à jouer peut-être là-dedans. Ça pose une autre question. J'ai parlé du groupe Wagner. Est-ce que la France doit avoir recours à des armées privées pour des actions clandestines qu'elle n'assumerait pas publiquement? Ça, c'est une immense question. Les Français ont un rapport très compliqué avec le privé. Les anglo-saxons sont beaucoup plus décomplexés que nous à ce titre-là. Mais c'est une vraie question à laquelle il va peut-être à un moment falloir répondre.